Voilà, comme je l'ai dit ce soir, nous avons la chance d'avoir un grand spécialiste de la question énergétique avec nous. C'est le professeur Hans Pudgen, euh, aussi appelé Teddy Pudgen, qui est surtout l'ancien directeur et l'ancien fondateur du Centre de l'énergie de l'EPFL, mais qui a un parcours assez riche. Je ne vais pas faire toute sa biographie, mais rappeler qu'il a été actif donc, dans 3 universités, aux États-Unis, en Suisse, à l'EPFL donc, mais aussi à Singapour. 3 universités qui sont parmi les meilleures dans les sciences de l'ingénieur au niveau mondial. Il a donc fondé le Centre de l'énergie au sein de l'EPFL. Il a été membre de la COR, la Commission fédérale pour la recherche énergétique. Il a également été président de la société IEEE, donc ça doit être, je pense, la société européenne en matière d'énergie. Et puis, voilà, il a un nombre incalculable de publications, de membership dans des groupes spécialistes. Donc, c'est vraiment un grand spécialiste que nous avons la chance d'avoir parmi nous en Suisse romande sur la question. Et donc, comme vous l'avez vu, il va nous entretenir sur le sujet suivant, la Suisse électrique vers une dépendance accrue vis-à-vis de l'Union européenne. Quand on a préparé la conférence, Teddy me disait oui, c'est peut-être un titre un peu provocateur. Disons, du point de vue du NOMES, je ne pense pas qu'il est spécialement provocateur, car je pense que nous sommes convaincus que nous avons une dépendance ou une interdépendance plutôt avec l'Union européenne. Et c'est tout particulièrement vrai sur, évidemment, les questions très centrales, très concrètes, qui concernent, par exemple, les questions énergétiques, sans lesquelles, simplement, on ne serait même pas capable d'allumer nos ordinateurs et de pouvoir assister à cette conférence. Alors, sans plus attendre, je vous passe la parole, Teddy, pour cette présentation. En vous remerciant beaucoup pour votre disponibilité. Pas de problème. Bon, on va faire le point le plus difficile. On va essayer de lancer la présentation. Je pense que vous voyez la présentation. Ça marche? Oui, ça marche. Parfait. Donc, bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous, en tous les cas électroniquement, ce soir. On va s'entretenir donc sur un certain nombre de sujets, surtout électriques, parce que lorsqu'on parle de mutation, de transition énergétique, c'est surtout l'électricité dont on parle. Et je vais essayer un peu de mettre ce sujet dans le contexte de l'Union européenne. Alors, première observation, c'est que la Suisse joue un rôle central et historique dans le cadre de l'Union électrique européenne, puisque la première connexion qui a eu lieu en 1958 entre la France et l'Allemagne au point de vue de l'électricité s'est passée par l'intermédiaire du réseau suisse à Laufenburg en 1958. Et je vous montre là un peu les travaux qui, à l'époque, étaient relativement manuels pour l'installation de câbles. Pour ceux qui connaissent un peu le métier, je vous rassure, on a un peu progressé depuis. Mais en fait, c'est bel et bien, la Suisse a un rôle tout à fait historique à ce niveau-là. Et c'est un peu le début de ce qui est probablement considéré aujourd'hui comme un des plus grands systèmes jamais construits par l'homme, qui est le système électrique de l'Europe. Et d'ailleurs, ceci a été marqué par une plaque qui a été mise en œuvre en 2010 par la IEEE, qui en fait veut dire Institute of Electrical and Electronics Engineers, qui est une organisation mondiale, c'est une, sinon la plus grande association mondiale au point de vue ingénieur électricien, dont j'ai eu le plaisir de présider la section sur l'énergie il y a quelques années. D'autres constatations qu'il faut faire, c'est que la Suisse est au centre de ce système électrique. Je vous montre ici la carte de ce que c'est que ce système électrique aujourd'hui, en 2019. Et vous voyez que c'est un système absolument énorme, qui d'ailleurs dépasse aujourd'hui l'Europe de l'Ouest, qui s'étend jusque en Russie, et qui est en train en fait d'entourer complètement la Méditerranée. On a fait des essais de connexion, et en fait de connecter l'entité de ce système pour entourer également complètement la Méditerranée. Donc c'est un grand défi également au point de vue d'intégration, et géographiquement, indiscutablement, la Suisse est au milieu de ce montage. Et l'autre constatation qu'il faut faire, et c'est ça le sujet de ma petite causerie de ce soir, c'est que l'Union européenne est en train d'intégrer son marché très rapidement par une volonté très affichée,
Et ceci est une carte du régulateur européen, de l'association de tous les régulateurs européens, de l'Union européenne, dont la Suisse ne fait donc pas partie. Et j'avoue, chaque fois que je vois cette carte de ce que c'est aujourd'hui que l'Union européenne au point de vue électrique, de voir ce petit point blanc là au milieu, j'avoue que ça me fait toujours un peu mal au cœur, étant un Européen très convaincu, moi-même depuis longtemps. Donc voilà un peu le contexte de cette causerie de ce soir. Et donc, ma présentation aura lieu sur 4 points. D'abord, la situation de l'approvisionnement électrique de la Suisse, les accords internationaux de la Suisse dans le cadre de l'accord de Paris, les possibilités d'échange avec nos voisins et enfin l'intégration institutionnelle de la Suisse dans le marché européen de l'électricité. Voilà un peu le cadre. Donc, si on démarre un peu avec l'approvisionnement électrique de la Suisse, je crois que comme vous savez aujourd'hui, donc en 2019, c'est les derniers chiffres qui existent. Les chiffres pour 2020 n'ont pas encore été collectés et mis en forme. Donc en 2019, la Suisse était 35,2% nucléaire. Je rappelle, et on reviendra là-dessus, en 2019, la centrale de Mühleberg fonctionnait encore entièrement. Vous voyez qu'elle est à forte dominance hydraulique. Et malgré que je ferais ce qui est habituel, j'appellerais renouvelable ce qui n'est pas hydraulique, donc vent, éolien et autres, photovoltaïque et autres. Et donc, on voit que les autres sont relativement faibles. Et en Suisse, il n'y a pas aujourd'hui de véritables centrales thermiques fossiles. Ce que vous voyez là comme thermique, c'est surtout des productions cogénération, chaleur et électricité, et aussi incinération de déchets. Je rappelle que la centrale de Mühleberg donc, a été déconnectée le 20 décembre 2019. Elle produisait cette année, enfin régulièrement, 3000 gigawattheures. Et je joins ici également la production photovoltaïque de la Suisse, aussi en 2019, c'est 2517. Ces chiffres viennent de Swiss Solar, donc indiscutablement inattaquable. Et le chiffre ridicule, je reviendrai là-dessus, sur l'éolien à l'heure actuelle. Donc, première constatation qu'il faut faire là, c'est que malgré tout l'effort qu'on fait au point de vue photovoltaïque, et qu'il faut saluer, le photovoltaïque ne remplace pas aujourd'hui même la centrale de Mühleberg. Les autres centrales suisses, je vous rappelle, c'est Betzner 1 qui fait à peu près 2800 gigawattheures qui a été mise en route en 1969. Nous avons la distinction que c'est la plus vieille centrale de l'Europe de l'Ouest et en fait de tout le monde industriel. Il y a une petite centrale expérimentale en Inde qui est un peu plus vieille, mais sinon, au point de vue industriel, c'est la plus vieille centrale au monde et qui a déjà été sujet d'un arrêt de 3 ans pour remédier à un certain nombre de risques potentiels. Betzner 2 a été mise en route en 1971, Gösgen et Leibstadt respectivement en 1977 et en 1984. Petite anecdote ici, vous savez que les Suisses ont beaucoup protesté le fait que la France faisait fonctionner une vieille casserole qui est, selon les dires suisses, qui était Fessenheim. Fessenheim, donc, vient d'être arrêté, a été mise en route en 1977. Et on est en train maintenant de beaucoup râler sur une centrale qui est en France, proche de Genève, qui est Bugey, qui aussi est plus récente que ces centrales-là. Donc, en assumant qu'on va arrêter toutes ces centrales, ce qui est probablement la prudence au bout de 50 ans de fonctionnement, il faudrait qu'en plus de Mühleberg, le photovoltaïque et l'éolien, il faudrait remplacer 5600 gigawattheures à l'horizon 2021, c'est-à-dire maintenant, et en total 13 300 gigawattheures à l'horizon 2027. Je crois qu'on est tous d'accord qu'on n'y arrivera pas au train où on va à l'heure actuelle. Donc, au point de vue éolien aussi, là, je voudrais un peu souligner un peu le ridicule de la situation. Une société qui s'appelle Éoljoule, Joule Éole, qui est avec un directeur qui s'appelle M. Burki, qui est un homme remarquable, plein d'enthousiasme pour ce qu'il fait. Donc, ce projet a été lancé en fait en 2005 pour essayer d'installer 7 éoliennes, chacune de 3 MW pour 21 MW, et qui fera à peu près 55 millions de kilowattheures, donc 55 gigawattheures à terme.
Et donc, depuis l'entrée de cette nouvelle loi sur l'énergie en 2018, la Cour administrative du canton de Vaud, qui a été créée à ce niveau-là, a approuvé déjà 3 autres petites centrales fermes éoliennes que je cite ici. Alors, là où ça devient un peu kafkaesque, c'est qu'en fait, le 17 mars 2021, donc c'est tout récent, ce tribunal a en fait admis le recours contre un certain nombre d'associations de la nature, dont ProNatura et d'autres, et donc qui a de nouveau causé l'arrêt total de ce projet, et qui donc est reparti pour un tour au point de vue protestation, action juridique et autres. Et ce qui fait sourire, si ce n'était pas si triste, c'est la déclaration du secrétaire général du Paysage Libre Vaud, qui dit que c'est la victoire de l'environnement sur l'énergie. Je crois que ça dit tout. Si on en est encore à dire que l'éolien est un ennemi de l'environnement, on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge. On est d'autant moins sorti de l'auberge qu'en fait, je suis allé repêcher un vieux transparent d'une présentation que j'ai donnée le 10 décembre 2008 pour, en fait, discuter un peu de ceci avec la population locale. Et donc, ce slide date de cette présentation de 2008 pour un peu expliquer ce que ceci voudrait dire, ce qu'entraînerait ce projet-là. 2008. Et donc, la question qui convient quand même de se poser, c'est de savoir est-ce que ces 7 éoliennes qui ne représentent en fait pas grand-chose seront jamais mises en service. Et en fait, on a en Suisse un peu tué cette industrie parce que s'il faut 15 ans pour faire approuver 7 éoliennes, le coût administratif, le coût financier de toutes ces procédures est tel que financièrement, ce genre d'installations ne sont plus rentables. Sachant que installer ces 7 éoliennes serait faite en quelques mois. Donc, la partie administrative devient ahurissante par rapport à ce que ça veut dire techniquement que de les installer. Un autre slide que j'aime bien montrer, c'est celui-ci qui montre un peu la contribution des différents pays en 2018 qui nous entourent. Donc, tout à gauche, vous avez la Norvège qui est complètement hydraulique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours tendance à dire qu'il faut limiter la consommation d'électricité, que les Norvégiens sont fous, parce qu'effectivement, ils consomment par tête d'habitant. La Norvège consomme 3 fois plus d'énergie électrique que nous, petits Suisses, et la moyenne de l'Europe. Mais ils ont raison de le faire, puisque c'est pratiquement entièrement renouvelable hydraulique. Ensuite, vous avez l'Autriche et la Suisse, qui sont très similaires, mais avec une grande différence, bien sûr, c'est que nous sommes nucléaires, c'est le jaune, et eux sont fossiles, c'est le vert. Choix un peu curieux des couleurs. Et vous voyez la Suède, qui a fait énormément de progresser à ce niveau-là, et bien sûr la France, avec une énorme participation au point de vue nucléaire. Mais ce que l'on voit surtout, c'est que la Suisse, au point de vue tant éolienne que photovoltaïque, est très très faible par rapport à un effort qui a été fait considérable par l'Allemagne, que vous voyez là également. Donc la Suisse devrait indiscutablement faire beaucoup mieux au point de vue nouvelles énergies renouvelables. L'autre aspect sur lequel je voudrais pousser un peu, c'est de vous montrer l'importance de l'échange avec l'Europe. Cette courbe à gauche est la situation en 2017 de la Suisse, où on voit les différentes barres, c'est de nouveau, donc tout en bas, en vert, de nouveau choix des couleurs un peu bizarroïdes, c'est le thermique. En jaune, c'est le nucléaire, et en bleu, bien sûr, c'est tout ce qui est hydraulique. Et la courbe en noir, c'est la demande. Et on voit que là, la Suisse a importé de l'électricité pendant au moins 7 mois par an. Au moins 7 mois. Et en fait, je reviendrai sur la raison de ceci. Et voilà la situation en 2019 où en fait, on n'a importé que pendant 3 mois, c'est-à-dire l'hiver, ce qui est la situation assez typique de la Suisse. Mais la situation de 2017 devrait nous faire un peu de souci parce qu'elle montre un peu la précarité de la situation qui est la nôtre au point de vue approvisionnement électrique. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, en 2014 et en 2015, nous étions exportateurs. D'ailleurs, c'est un bon business
puisqu'en fait, la Suisse, c'est quelques mois où elle importe, c'est l'hiver où l'électricité est généralement assez bon marché, puisque ça se passe par des excédents. Et ce que nous exportons, nous le vendons cher. Donc, au point de vue business pur, revenu du pays, c'est un bon business que cette exportation. Par contre, en 2016, en 2017, nous étions importateurs. Et en 2017, assez fortement importateurs parce que BEPS 1 était hors service. BEPS 1 a été hors service pendant 3 ans, depuis mars 2015 jusqu'à mars 2018. Et un certain nombre d'autres centrales nucléaires ont été partiellement hors service. Donc, on voit tout de suite que dès que le nucléaire diminue fortement, la Suisse n'est plus capable de se autoprovisionner au point de vue énergie électrique sur une année entière. Donc ça montre un peu la précarité. Et lorsque on est revenu à une situation plus normale au point de vue nucléaire, on voit qu'on est de nouveau exportateur et cette exportation inclut Mühleberg qui a contribué 3000 gigawattheures pendant cette année 2019. Donc, en considérant toutes ces unités, ces données que je viens de vous donner et la position du Conseil fédéral, et qu'il n'est pas nécessaire, il n'est pas utile de construire des centrales électriques au gaz en Suisse, il est indiscutable que la Suisse va devenir une nette importatrice d'électricité durant les décennies à venir. Et d'ailleurs, le Conseil fédéral lui-même ne conteste pas cette observation. Le Conseil fédéral, la position est que il suffira d'importer de l'électricité, donc notre approvisionnement ne sera pas mis en danger. Alors, je partage le fait que je crois qu'il est peu vraisemblable que lorsque nous allons dans le futur allumer nos télévisions pour regarder les courses de ski au Lenzerheide pour constater qu'il y a trop de neige et qu'on ne peut pas skier par un excès de neige, on ne va pas nous afficher un jour sur la télévision, manque de bol, vous ne pouvez pas regarder la course parce qu'il n'y a pas d'électricité. Ce n'est pas ça qui va arriver. La Suisse est très petite au point de vue bilan énergétique, électrique au niveau de l'Europe. On trouvera toujours des gens pour nous vendre de l'électricité. La difficulté, ce sera le prix de cette électricité. Et ce qui nous affectera, nous, qui sommes assis autour de cette conférence, relativement peu. Par contre, au point de vue industrie, certaines industries, ça pourra avoir des impacts graves. Donc, on voit tout de suite là, d'une fois, que nous sommes assez précaires et que cette précarité dépend beaucoup, effectivement, de savoir de la présence de cette production qui est nucléaire pour l'instant ici en Suisse. Donc, je voudrais faire juste un petit détour qui n'a pas réellement fait sur l'énergie elle-même, mais sur les émissions de CO2, qui donc est l'objet de l'accord de Paris. Et la Suisse, récemment, a entré dans 2 accords que j'avoue j'ai regardé avec un certain étonnement. Le premier est un accord avec le Pérou. Alors, avec le Pérou, on a été signé en 2020, donc tout récemment, un accord qui en fait permet à la Suisse d'encourager un certain nombre d'installations au Pérou, mais en récupérant en fait les crédits de CO2 n'iront pas au Pérou, mais la Suisse les récupérera pour elle. Et les 2 paragraphes qui sont là sont des paragraphes qui sont extraits directement de la communiqué de presse de la Confédération. Et donc, ça veut dire en fait ce que la Suisse fait, c'est qu'elle prend avantage à un certain clause de l'accord de Paris qui permet en fait de faire ceci, d'aller acheter des crédits à l'extérieur. Et voilà le même accord exactement copié-collé avec le Ghana, exactement dans le même contexte. Alors, le fait que la Suisse aide des pays émergents dans la lutte contre l'échauffement climatique, il faut applaudir des 2 pieds et des 2 mains, indiscutablement. Par contre, là où ça devient, à mon avis, beaucoup plus douteux, c'est qu'en fait, c'est quand c'est fait en fait pour s'acheter une bonne conscience, c'est-à-dire de dire à ces pays, oui, oui, on va vous aider, mais par contre, vous ne pouvez pas vous-même utiliser ces crédits d'émission, nous voulons les rapatrier pour nous. Bon, ce qui veut dire, en fait, c'est externaliser nos propres impacts environnementaux. Et ça revient un peu aussi, l'image que j'utilise de temps moi-même, un certain nombre de gens qui me connaissent, ça me ferait du bien de perdre un peu de poids. Comme ça m'embête de faire ça tout seul, voilà, je vais m'associer avec Axel, qui est maigre comme un clou, et puis on va dire, non, 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 on ne va plus mesurer
nos poids séparément, mais par contre, on va faire une moyenne, un accord Axel-Teddy, et ainsi de suite, on devrait pouvoir arriver effectivement à un poids moyen de l'accord Axel-Teddy qui soit tout à fait acceptable. Franchement, je dois dire que j'ai un peu honte que mon pays s'engage dans ce genre d'affaires parce que je ne trouve pas ça tout à fait digne pour un pays comme le nôtre. Il faut qu'on assume nous-mêmes notre neutralité carbone sans aller faire des accords plus ou moins scabreux avec des pays qui ont bien évidemment besoin d'un apport financier, que sont dans ce cas-là le Pérou et le Ghana. Alors, arrêtons là les controverses intercontinentales de la Suisse et passons un peu à la possibilité d'échange avec nos voisins. Alors voilà une carte de ce qui s'est passé en 2019. Et donc, on voit qu'effectivement, la Suisse est au milieu d'un véritable carrefour électrique avec une importation. Donc, les deux, c'est l'année calendaire qui est en rouge et l'hiver est en bleu. Et donc, nous voyons qu'effectivement, nous importons de beaucoup d'énergie et d'électricité, tant de la France que de l'Allemagne et un peu de l'Autriche. Et tout ça repart en fait vers l'Italie. L'Italie est dans une situation difficile au point de vue électricité, puisqu'elle a en fait renoncé totalement à la production nucléaire. En fait, il y a une centrale nucléaire prête en Italie, mais qui n'a jamais été mise en route par des raisons de protestation de la population. Et on voit donc qu'il y a un fort transit qui passe. Et ce transit, bien sûr, il appartient d'essayer de le réguler parce que ce transit encombre un peu nos propres lignes. Et un des défis de la Suisse, c'est qu'en fait, nous sommes à l'heure actuelle, vu que nous ne faisons pas partie de ces accords de marché européens, nous sommes un peu ballottés par tous ces échanges qui viennent et qui traversent en fait notre pays. Alors, je crois que dans ce cas-là, il est intéressant de regarder un peu ce qui se passe dans deux pays qui nous entourent, qui sont tout à fait emblématiques. L'un, c'est l'Allemagne, où on a énormément parlé de Energiewende de l'Allemagne, qui a été lancée sous l'égide de Madame Merkel. Et on voit là un peu la production allemande, électrique. Et on voit qu'elle est encore aujourd'hui un peu nucléaire. L'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire à l'horizon 2022. Et en fait, elle s'y achemine bel et bien, à tel point que récemment a été trouvé un accord avec les grands propriétaires des centrales nucléaires qui restent, dont un d'ailleurs est un Suédois, c'est la société Vattenfall de Suède, pour dédommager un certain nombre de ces centrales, de ces propriétaires de centrales pour la sortie avant le terme de ces centrales. Mais l'Allemagne produit encore beaucoup d'électricité avec du charbon. Au début, l'Allemagne a fixé comme objectif la sortie du charbon à l'horizon 2025. Ça a ensuite été repoussé à 2038. Et ensuite, par un accord qui a en fait été trouvé, l'horizon aujourd'hui est de sortir du charbon en 2035. Vous savez certainement qu'entre-temps, l'Allemagne a énormément investi dans le photovoltaïque et surtout dans l'éolien offshore, puisqu'en fait, un des problématiques de l'Europe au point de vue énergie renouvelable, c'est que l'éolien est surtout rentable au nord, surtout en mer du Nord et dans la Baltique. Et bien sûr, le photovoltaïque est surtout rentable et bénéfique dans le sud, surtout dans la péninsule ibérique. Et donc l'Allemagne, entre 2010 et 2019, a fait un effort énorme au point de vue photovoltaïque et éolien. Et donc on voit que pour que l'Allemagne sorte complètement du nucléaire et du charbon, il faudrait remplacer environ 181 TWh. Juste pour vous donner une ou deux ordres de grandeur, la Suisse est de l'ordre de 60. Et donc, la production de 2020 en Allemagne était 52 TWh de photovoltaïque et 132 TWh d'éolien, c'est-à-dire 184. Ce que ceci veut dire très simplement, c'est que pour que l'Allemagne puisse sortir du nucléaire et du charbon, il faudra qu'elle reconstruise entièrement la même quantité de photovoltaïque et d'éolien à un horizon rapide.
Donc, l'autre constatation qu'il convient de faire, c'est que malgré ce Energiewende, l'Allemagne a toujours une des productions d'électricité qui a le plus fort contenu de CO2 dans l'Europe occidentale. Tout simplement parce qu'elle brûle encore beaucoup de charbon, de lignite, et du charbon noir de l'anthracite. Et ceci continue puisque l'Allemagne est en train de réouvrir en fait un certain nombre de mines de charbon à ciel ouvert, ce qui est bien sûr pas tout à fait la chose à faire, mais qui est indispensable pour pouvoir faire face à ces besoins. Et donc l'autre constatation qu'il faut faire, c'est que se faire beaucoup d'illusions que l'Allemagne aura beaucoup d'opportunités de faire encore de l'exportation, et pas certaine. Elle a fort à faire à sortir à la fois du nucléaire et du charbon. Sachant que, en été, par exemple, vu la quantité de photovoltaïque qu'elle a et que la consommation est faible, l'Allemagne est de temps en temps en position de ne plus savoir que faire de son électricité. Et donc, on assiste depuis 3-4 ans à des situations où, en fait, le prix spot de l'électricité sur le marché européen est négatif. C'est-à-dire que les compagnies électriques allemandes payent leurs voisins, y compris la France, pour prendre son énergie excédentaire, ce qui est quand même une situation un peu ubueuse. L'autre situation qui est intéressante, c'est celle de voir la production d'électricité en France métropolitaine, que vous voyez là, qui est bien sûr très fortement nucléaire, 70,6% en 2019, ce qui veut dire aussi que la France a de loin la production d'électricité la moins carbonée de l'Europe occidentale aujourd'hui. Et donc, voilà les chiffres qui sont là, avec encore peu d'éoliennes. La France construit beaucoup, mais pour l'instant c'est faible, et le photovoltaïque d'autant plus. Vous savez que la loi sur l'énergie a été passée, une première fois a été faite sous l'égide du président Hollande, avec Madame Royal. Elle a été refaite, cette loi. Elle a été promulguée maintenant en 2019. Et un de ceux-ci dit qu'il faut passer le nucléaire de 70% à 50% à l'horizon d'abord 2025, mais la réalité finit toujours par interférer avec la fiction. Et donc, on a fixé ceci maintenant à l'horizon 2035. Et donc, en 2019, 50% de nucléaire, ça représentait environ 280. Et donc, il faudrait, c'est 110 qu'il faudrait remplacer de plus par du photovoltaïque et de l'éolien. Et c'est plus du double de ce que la France a fait en 2019. Donc, durant ces quelques décennies à venir, la France aura beaucoup à faire pour réduire sa participation nucléaire de 70% à 50%. Donc, de nouveau là, il n'est pas certain qu'on aura une grande source d'énergie électrique à revendre. Donc, en arrivant un peu à ceci, on arrive indiscutablement à la conclusion qu'il faut probablement faire de l'intégration. Et l'Union européenne est en train de s'acheminer rapidement vers un marché intégré, et ce marché intégré s'intègre par l'intermédiaire de régulateurs, et les régulateurs des pays de l'Union européenne sont réunis sous un organisme qui s'appelle ACER, dont les quartiers généraux se trouvent à Ljubljana. Et ceci est implémenté par le biais de ce qu'on appelle des Network Codes, désolé pour la leçon d'anglais, qui est mise en œuvre par un organisme qui s'appelle ENTSO-E, donc European Network System Operators Electricity, parce que le même organisme existe pour le gaz, et d'ailleurs beaucoup de ce que je viens de dire au point de vue électricité s'applique aussi pour le gaz. Et donc, ces network codes, en fait, sont donc faits pour aller vers un marché intégralement harmonisé dans les pays de l'Union européenne, avec des objectifs que vous voyez ici. Ce sont les objectifs qui sont fixés pour 2030 par l'Union européenne, qui vient de les objectifs précédents étaient pour 2020. Elle vient de les repousser à 2030 en les reformulant. C'est ce que vous voyez ici devant vous. Alors, ce que sont ces network codes, elles touchent beaucoup de sujets. Elles touchent notamment tout ce qui est ligne à courant continu, qui est la technologie du futur. Elle stipule les conditions que doivent remplir les différentes entités
qui produisent de l'énergie électrique. Vous savez qu'avec l'accession à ces nouvelles technologies photovoltaïques et éoliennes, il y a un grand nombre de nouveaux acteurs qui rentrent sur ce sujet et donc spécifient sous quelles conditions techniques ces producteurs peuvent se joindre, en fait, peuvent se connecter et également fixent des règles très strictes au point de vue de la connexion, au point de vue de tout ce qui est consommation. Un autre sujet qui est très important, c'est le milieu ici, c'est tout ce qui est restauration après des pannes. Vous savez qu'il y a eu un certain nombre de pannes, de grandes pannes au point de vue électrique en Europe, malgré que la fiabilité est énorme. Donc, comment est-ce qu'il faut redémarrer un réseau lorsqu'il s'est effondré et tout ce qui est également fonctionnement. Et enfin, ce qui est très important, c'est de là où on va aller, c'est toute l'allocation des capacités de production et comment est-ce qu'on résout les congestions sur les lignes. La congestion sur les lignes va avoir un impact énorme, puisque en France, on a arrêté Fessenheim, qui est proche de la Suisse, le long du Rhin, et on a arrêté maintenant Mühleberg. Donc, on va probablement aller vers une région qui est le nord-ouest de la Suisse, l'est de la France et le sud-ouest de l'Allemagne, où il y aura non seulement potentiellement des problèmes d'approvisionnement, mais il y aura surtout un problème de ligne, de capacité de ligne pour acheminer l'électricité vers cette région qui sera fortement déficitaire au point de vue production. Et donc, ces codes, ce marché fixe en fait comment est-ce que l'on alloue ces capacités d'allocation. Et enfin, également, tout ce qui est équilibrage de l'électricité. Donc, ce sont des termes fondamentaux pour le fonctionnement même d'un réseau électrique. Et ceci, donc, est fait au niveau de l'Union européenne. Et je vous rappelle, on reviendra encore là-dessus, pour l'instant, l'Europe ne fait pas partie, enfin, la Suisse ne fait pas partie de cette organisation ACER. Alors, en Suisse, tout ceci est placé sous l'égide d'un organisme dont vous avez certainement entendu parler, qui est Swissgrid. Et Swissgrid, donc, est en fait une conception, une construction de ce qu'on appelle en allemand le Überlandwerk, c'est-à-dire les grandes, à l'échelle suisse, les grandes compagnies électriques que sont Axpo, Alpig et BKW. Et donc, ils ont créé cette structure, Swissgrid, qui en fait est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en Suisse et qui doit faire ceci d'une façon non discriminatoire, mais c'est elle qui a la responsabilité de faire fonctionner le réseau suisse, en fait. Et c'est elle aussi qui a la responsabilité maintenant de construire des nouvelles lignes en Suisse, ce qui est d'ailleurs devenu une gageure pratiquement impossible. J'ai participé il y a quelques années à une étude sur la construction d'une ligne entre deux stations en Valais qui sont Chamoson et Chipis. Les premiers documents sur cette ligne datent de 1992 et la ligne n'est toujours pas faite. Donc, c'est un véritable challenge. Et donc, cette présentation, ces quelques slides que je vais vous présenter maintenant, viennent d'une présentation que M. Zumwald a faite lors de la journée de l'énergie le 3 octobre 2018 à Martigny. Et Zumwald est donc le Chief Executive Officer de Swissgrid, un homme extrêmement expérimenté sur son sujet, qui connaît parfaitement le sujet, très bien intégré également vis-à-vis de ses collègues. Et donc, ces slides viennent directement de lui, sont des slides tout à fait publics. Et donc, première observation qui est faite là, c'est que les marchés d'électricité en Suisse et de l'Europe s'éloignent les uns des autres, puisqu'en fait, la Suisse a ses propres lois, notamment cette loi sur l'approvisionnement d'électricité. Elle a commencé un certain nombre de négociations et en fait, ça aboutit donc cette stratégie énergétique à l'horizon 2050. Donc, plus tard, si vous voulez, on pourra discuter. Je ne vais pas dire beaucoup de choses sur cette stratégie à l'heure actuelle. Mais en même temps, et ce qui est plus embêtant pour la Suisse, c'est que l'Union européenne va de l'avant assez rapidement avec de nouveaux, ce qu'ils appellent des packages. Le dernier, c'est le Clean Energy Package. Et ce Clean Energy Package a pour but de beaucoup faciliter les énergies renouvelables, d'une part, les diminutions des émissions de CO2 et aussi toute la numérisation du fonctionnement du réseau électrique. Donc, le premier
on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais le premier d'ici, c'est bel et bien l'intégration du marché européen au point de vue de ce qu'on appelle les flux électriques. Et ceci donc est une marche en avant que vous voyez qui a commencé en 2010 avec la dernière implémentation en 2020 et donc qui est faite cette fois-ci intègre un certain nombre de dispositions pour la Suisse également. Par contre, la deuxième partie de ceci, c'est l'intégration au point de vue couplage. Alors, ces couplages quotidiens sont extrêmement importants, puisqu'aujourd'hui, il y a un marché quotidien, spot, du prix de l'électricité pour le lendemain. C'est-à-dire que tout le monde peut afficher sur ce marché, c'est une bourse en fait, sa disponibilité de production qu'elle aurait, et ceux qui veulent acheter de l'électricité vont également sur cette bourse, et en fait, ça se passe tout à fait selon une bourse normale entre l'offre et la demande. Et la Suisse, aujourd'hui, ne fait pas partie de ce marché d'une façon intégrale et normale. Et donc, ce que conclut M. Zumwalt de ceci, c'est qu'en fait, vu qu'on n'a pas d'accord, on va être exclu de ce market flow coupling, ce qui est embêtant. Toutes les plateformes au point de vue équilibrage de demande et production également. Et on va devoir également, l'autre défi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en fait un défi d'importation. Vu que nous serons importateurs nets sur l'ensemble de l'année, le fait qu'on n'est pas dans ce marché intégré aura des conséquences assez sérieuses pour nous. Et donc, de nouveau, la conclusion de M. Zumwalt, et je viendrai sur les miennes dans quelques minutes, c'est en fait le fait que s'il n'y a pas d'accord bilatéral avec l'Union européenne au point de l'électricité, on va avoir des ennuis. Et en fait, cette situation date d'il y a longtemps, parce que lorsque M. Burkhalter a pris la direction du département fédéral des affaires étrangères, vous vous souvenez certainement que un de ces sujets qu'il avait voulu essayer d'utiliser un peu comme fer de lance, comme exemple, comme case study, était effectivement l'intégration de la Suisse dans l'Union européenne en utilisant l'électricité comme dossier concret à discuter. Et à cette époque, j'étais encore aux manettes au Centre de l'énergie ici à l'EPFL. J'avais proposé à M. Burkhalter qu'on vienne le voir avec la personne qui était à l'époque le patron réellement du fonctionnement de tout le réseau français et aussi un des vice-présidents de ce NSOI pour discuter avec M. Burkhalter un peu de ce qu'il conviendrait de faire et la situation telle que l'Europe voyait la Suisse. Avec, il faut dire, déjà à l'époque, un certain énervement de l'Union européenne, des électriciens européens vis-à-vis de la Suisse, avec une expression qu'on utilisait qui était le cherry picking, c'est-à-dire que la Suisse, dans sa tradition, prenait ça je veux bien, non ça je veux pas. Et je me souviens qu'à l'époque, M. Burkhalter nous avait dit ceci devait être à peu près, je pense, en les années 2010. Il disait, vous inquiétez pas, messieurs, ceci sera réglé à la fin de l'année. Nous sommes en 2021, ça n'a toujours pas été réglé. Donc, pour moi, ce qu'il y a le vrai sujet pour la Suisse, c'est que si la Suisse veut remplir ses objectifs à l'accord, dans le cadre de l'accord de Paris, ça ne peut pas se faire sauf si la Suisse devient de plus en plus électrique. Il va falloir qu'on électrifie fortement nos véhicules. Il va falloir massivement, et on le fait déjà, mais pas assez, remplacer les chauffages au mazout et au gaz par des pompes à chaleur. Je vous rappelle que les pompes à chaleur, c'est vraiment la solution qu'il faut implanter ici en Suisse, puisqu'en fait, on diminue la consommation totale d'énergie par 3. Par contre, la consommation d'électricité augmente. Et donc, si on veut réellement avoir une politique volontaire à ce niveau-là, il faut électrifier ce chauffage par l'intermédiaire de pompes à chaleur. Et l'autre aspect aussi, c'est qu'il faudra augmenter la production d'hydrogène par électrolyse, donc par électricité, notamment pour des camions et divers processus industriels. Ça, c'est un must si nous voulons réellement progresser. Et donc, il faudra que nous
continuions d'assurer un approvisionnement électrique avec un bilan neutre au point de vue import-export. Cette notion qui est celle du Conseil fédéral que pas de problème, on va commencer à importer, on importe déjà beaucoup de choses, donc c'est pas grave, me paraît à la longue irresponsable parce que c'est externaliser un certain nombre d'impacts et va nous mettre en danger au point de vue coût. Mais aussi, il faut que cette production électrique soit bas carbone, avec bien sûr un objectif de neutre au point de vue carbone à l'horizon 2050. Et ceci doit être assuré sur son territoire plutôt que d'aller faire des accords un peu scabreux avec les pays autres que sur le sol suisse. Nous avons les moyens techniques, économiques, financiers de faire ceci et il nous appartient de le faire. Et je crois que c'est effectivement dans ce cadre-là que ça ne peut se faire que dans une pleine intégration et sans attendre. Une des choses qui m'énerve le plus, c'est de dire il n'y a pas trop de quoi s'en faire parce que nous avons des universités formidables avec des profs formidables et qui vont nous trouver des trucs sensationnels et le moment venu, on aurait résolu tout ça. Je crois être à peu près au courant de ce qu'il y a dans les tiroirs et il n'y a pas de solution miracle dans les tiroirs, dans les laboratoires, même ceux excellents qui sont ici en Suisse. Et deuxièmement, je vous rappelle, et ceci est tout récent, puisqu'il y a eu des articles assez clairs à ce sujet tout récemment ici en Suisse, l'intégration de la Suisse dans le cadre du nouveau projet pour grand programme de recherche de l'Union européenne, qui est donc l'horizon Europe de 2021 à 2027, est loin d'être garantie. Donc, je crois qu'il nous appartient effectivement, en tous les cas, sur deux sujets qui me tiennent à cœur. D'une part, dans cette notion du marché de l'électricité, et d'autre part, sur la recherche, que nous attendions, nous fassions ce qu'il faut sans tergiverser et gaiement et en avant tout une intégration dans l'Union européenne et notamment par cet accord cadre qui fait tant débat à l'heure actuelle. Merci à vous. J'avais dit que je me tiendrais à peu près à 35 minutes. Je crois que j'étais dans les temps. Je me réjouis de répondre à vos questions et merci pour votre attention. Un grand merci, Teddy, pour cette conférence extrêmement intéressante qui a brassé très large sur la situation actuelle de la Suisse, sur les perspectives. Moi, j'aimerais tout simplement maintenant ouvrir la discussion. Donc, j'ai vu que quelques questions ont été posées sur le chat, donc on peut les prendre en cours de route. Mais déjà, je pose la question s'il y a des questions orales. Donc, comme l'a expliqué Raphaël au début, vous pouvez idéalement prendre la parole via l'onglet participants, dans lequel vous avez une fonction lever la main, sauf erreur. C'est le plus simple. Alors, Guillaume Kaiser. Guillaume, je te passe la parole. Oui, bonjour Monsieur Pitken. D'abord, merci beaucoup pour la présentation très intéressante. J'avais une question, en fait, on a beaucoup parlé du côté de l'offre, en fait, donc de la production, et du côté de la demande. Est-ce que en gérant mieux la demande, justement, avec du peak shaving, du demand side management, on arrive à peut-être aussi éviter de stockage ou éviter enfin, caler la consommation sur la production, justement? Est-ce que ça peut être aussi une partie de la solution et quel rôle est-ce que vous voyez pour ces technologies? Alors, il est clair que, je ne sais pas si j'arriverai à revenir sur le slide que j'ai montré il y a quelque temps. Désolé pour ces retours, on va voir si on y arrive. Voilà. Alors, il est tout à fait clair que, et ça c'est inhérent de là où nous habitons, la production hydraulique est plus forte en été parce que c'est là où il y a la fonte de neige. Personne n'y peut rien, même le Conseil fédéral. Et il est également tout à fait inévitable que la consommation est plus forte en hiver, puisque nous vivons, comme beaucoup de pays industrialisés, nous avons choisi de nous installer dans des pays, en tous les cas dans l'hémisphère nord, où il fait froid en hiver. Et donc, en regardant cette courbe, il est tout à fait clair que le vrai sujet de l'énergie renouvelable, ça fait longtemps que je le dis, c'est le stockage. Et donc, j'ai toujours dit que si j'avais beaucoup d'argent à investir, j'en ai pas, c'est pourquoi je suis prof, c'est là-dedans que j'investirais, ça c'est clair. Alors, la Suisse a une solution tout trouvée pour faire ceci. Bien sûr, c'est d'élever nos barrages, c'est d'utiliser
plus cet excédent bleu et de remplir nos barrages. Nous le faisons un peu par des installations de pompage-turbinage qu'on augmente. La Suisse n'a jamais autant pompé au point de vue hydraulique, mais il faut certainement surélever nos barrages, ça c'est d'une part. Alors, est-ce qu'on peut faire du peak shaving? Oui, bien sûr qu'on peut faire du peak shaving, mais jusqu'à un certain niveau. La plupart des ménages vivent à des heures qui sont typiquement les nôtres. D'une part, les industriels fonctionnent rarement 24/7 en Suisse, donc il y a là également un certain nombre de choses. Les bureaux fonctionnent à des heures qui sont les nôtres. Certes, on va peut-être télétravailler un peu, mais là, on ne va pas lisser la courbe quand même. Donc, le vrai sujet, c'est bel et bien le stockage. C'est le stockage à court terme, d'une part, et c'est le stockage beaucoup plus à long terme, en tous les cas sur des périodes annuelles. Une façon que l'on pousse ici en Suisse, c'est de faire ceci un peu par des batteries. Dans un des projets que j'ai dirigé lorsque j'étais prof à Singapour, on a installé des batteries pour faire des démonstrations sur une île quelque part proche de Singapour. C'est une technologie difficile à installer, c'est horriblement lourd, compliqué au point de vue protection du feu, etc. Donc la Suisse a une solution, c'est le stockage hydraulique. Mais je vous rappelle qu'il y a un très très beau projet au Grimsel qui est bloqué depuis plus de 15 ans pour des questions de protection de la flore, notamment d'un certain nombre de quelques catégories d'arbres tout à fait rares. Mais la solution suisse existe. Mais malheureusement, la population suisse, et on l'a vu tout à l'heure avec les éoliennes, est devenue un peu non. C'était quoi la question déjà? Et à la longue, il faudra bel et bien que ça change. J'espère avoir répondu à peu près à votre question. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. On avait une question, une main levée naturelle de Chantal Talks et puis ensuite Claude Nicati qui s'est aussi manifesté. Oui, professeur Pudgel, je vous remercie vraiment pour cette présentation. C'était passionnant. Ma question est la suivante. Dans le transport terrestre, en matière d'intégration européenne, on sait qu'il y a le risque que les pays de l'Union européenne puissent contourner la Suisse, passent par le Brenner plutôt que par le Gothard. Alors, qu'en est-il dans le transport de l'électricité entre le nord et le sud, et notamment par rapport à l'Italie qui est très demandeuse? Est-ce que techniquement, le passage par la Suisse est obligé, ou bien est-ce que la Suisse pourra être contournée par les réseaux autrichiens et français? Non seulement elle est possible, mais elle est en cours. En ce sens que on a construit une ligne entre le sud-est de la France et le nord-ouest de l'Italie par le tunnel du Fréjus, c'est-à-dire que c'est une installation qui est entièrement câblée, ce qui n'est pas une mince affaire, donc qui passe par câble entouré proche de l'autoroute, qui passe sous la chaussée en fait de ce tunnel pour arriver sur l'Italie. C'est une installation, la dernière fois que j'ai regardé, je crois, avait une capacité installée de 2 gigawatts, mais qui va être augmentée. Donc ça, c'est en cours. Et de l'autre aspect, c'est bel et bien de faire un contournement par le Brenner réellement, en passant effectivement par l'Autriche, parce qu'effectivement, l'Italie est très fortement demandeur au point de vue énergie, surtout d'ailleurs l'Italie du Nord, puisque l'Italie du Sud a des possibilités au point de vue photovoltaïque qu'elle exploite parfaitement bien. D'ailleurs, l'Italie est un des pays qui a fait le plus grand progrès au point de vue photovoltaïque dans le Sud. Donc oui, on est en train de faire ce contournement. Et ceci a été planifié déjà depuis un certain temps, notamment par un peu l'énervement, l'exaspération des pays qui nous entourent par la position de la Suisse. Une de celles qui a beaucoup énervé nos partenaires, c'est que donc la Suisse a bien sûr des lignes de connexion, notamment avec la France, mais dans cette notation de cette question d'allocation de capacité, pendant longtemps, la position de la Suisse était oui, mais il y a une capacité sur une ligne, disons, de X gigawatts, mais nous ne voulons pas mettre l'entité de ceci
à disposition, nous voulons garder une partie de ceci. Ceci revient en fait un peu à dire que voilà, il y a une autoroute qui fait 3 voies, mais nous ne mettons à disposition que 2 et l'autre, on veut pouvoir en disposer comme nous le souhaitons nous-mêmes. Et donc, pour répondre à votre question, madame, effectivement, c'est possible, c'est en route. Et c'est pourquoi aussi certains des personnes qui ne perçoivent pas l'urgence avec l'Europe disent oui, mais pas de problème, aucun danger, les Européens vont toujours avoir besoin de la Suisse puisque c'est par nous que passe tout l'énergie électrique entre le nord et vers l'Italie. Ça, c'est probablement une chanson qui est pas si fiable que ça dans le futur. C'est d'ailleurs un peu la même chanson que l'on chante que l'Union européenne ne pourra jamais se passer des laboratoires suisses. Ils sont tellement importants que si la Suisse ne participe plus au programme européen, ça va s'effondrer. Donc, je crois qu'il faut être très modeste de l'importance de la Suisse, notamment dans le transport électrique. J'espère avoir répondu à votre question, madame. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, Claude Nicati. Alors, je vais changer de casquette, si vous me permettez. Je fais partie du conseil d'administration de SwissGrid, l'entreprise qui a été évoquée par monsieur le professeur Putgen. Je peux vous dire que les slides que vous avez vus qui s'arrêtent en 2019, ceux de monsieur Zumwald, je ne peux que les confirmer. C'est un sujet de préoccupation. Le fait, et nous avions encore hier une séance du conseil d'administration, j'ai utilisé l'expression qu'on était assis non plus sur une chaise maintenant dans les discussions avec l'Europe, on a gentiment ces sièges de vacher, hein, celui que vous attachez avec vous avec juste un pied, et encore, je ne suis pas sûr que le pied tienne. Donc, très clairement, la Suisse est importante au plan technique, on nous considère encore au plan politique. L'accord sur l'électricité qu'on souhaite de nos voeux n'est de loin pas du tout une priorité pour l'Europe. Donc, exclu de le négocier, en tout cas, c'est temps. Maintenant, j'aimerais encore évoquer un autre problème. Ça a été évoqué en passant par monsieur le professeur Putgen, c'est l'acheminement électrique. On vient d'évoquer maintenant la possibilité d'augmenter la hauteur des barrages pour produire davantage chez nous. C'est très bien, mais ce qui est produit en Valais doit encore pouvoir quitter le Valais. Et le problème qu'on a, on a évoqué Chamoson-Chipis qui a un petit peu de la peine, il y en a encore d'autres, on est incapable de, comment dire ça, les autoroutes électriques ne sont pas assez grandes, en particulier dans les périodes de pointe. Et là, on ne fait pas d'avance, toutes les procédures prennent un temps fou. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On ne construit pas de nouvelles lignes électriques, on rénove les anciennes. Et on en est un petit peu là. Et c'est interpellant parce que ça ne peut que se péjorer avec le futur. Donc, ce n'est pas des questions que je posais, c'est juste pour vous donner un petit peu le point de vue de cette entreprise de gestion des réseaux électriques. Oui, d'ailleurs, j'ai participé un peu, comme je l'ai évoqué, à une étude sur la ligne de Chamoson-Chipis qui est absolument cruciale. Elle est au cœur du problème pour la Suisse. L'autre est une ligne dans l'ouest de la Suisse, mais celle-là est absolument cruciale, effectivement, pour acheminer l'électricité vers l'Italie. Et en totale frustration, le Conseil d'État du Valais m'avait demandé de conduire, de coordonner une étude pour regarder un peu les différentes alternatives qu'on pourrait faire pour cette ligne. Et donc, on m'a transmis tout le dossier et j'avoue que j'ai été effaré de trouver que les premiers... On a d'abord évoqué cette ligne en 1992. Et donc, rien ne s'est passé depuis. Et c'est là que j'ai pu toucher également du doigt la sensibilité que tout ceci a au point de vue politique. Et on en est toujours là, d'ailleurs. Donc, je me souviens avoir dit que je voulais qu'on visite l'entité de cette ligne point par point un samedi. Et donc, j'ai rencontré les différentes personnes qui étaient contre. Et j'avoue que certaines de ces oppositions étaient tout à fait poignantes. Mais on en est là. J'évoquais le fait de RTE, un de mes amis qui était le patron fonctionnel de RTE, qui s'appelle Pierre Bornard, me disait qu'un jour, il a réuni tout son staff
lors de la mise en route d'une ligne. Et comme on fait en France, on organise un pot. Et il a dit à son staff, messieurs, madame et messieurs, ceci est la dernière ligne aérienne que RTE construira. Et il faut savoir qu'effectivement, de faire ceci par tunnel est immense et moins cher. Et l'autre aspect, un autre exemple de ceci, c'est pendant très longtemps, toutes les fois qu'il y avait un sommet entre la France et l'Espagne, on évoquait une ligne qui devait alimenter entre l'Espagne et la France, notamment pour évacuer et sortir toute l'énergie renouvelable, surtout photovoltaïque, de l'Espagne. Ceci n'a jamais pu se faire. Et pour finir, on a passé un autre accord, c'est de faire ceci en fait par un tunnel. Et le surcoût d'avoir fait ceci par tunnel, à l'époque, était 700 millions d'euros. Donc, il faut savoir si c'était là la meilleure façon d'utiliser cet argent. Mais effectivement, la construction de lignes aujourd'hui en Europe est devenue un véritable problème, et encore plus pour la Suisse. Merci beaucoup. On a une question de Michel Vicky sur le chat. Peut-être Michel, si tu veux la développer oralement. Je vous écoute avec anticipation. Ah ouais, parce que je lui Non, j'ai de la peine à trouver le micro, c'est bon. Mon écran est trop grand, je dois faire un trop long chemin avec la souris. Ouais, la question finalement que je voulais poser, c'est finalement où sont les blocages? Est-ce que les blocages sont de la part des électriciens suisses qui n'auraient pas intérêt à développer finalement ce transit et ces accords? Des milieux économiques qui trouvent plus profitable finalement d'importer de l'électricité depuis l'Allemagne actuellement, ou est-ce que c'est des blocages au niveau politique qui sont liés en fait à l'intégration européenne? Alors je vais répondre en espérant que M. Nicati ne me fusillera pas. L'entité du milieu électrique, que ce soit les compagnies électriques, quelles qu'elles soient, sont tout à fait pour et appellent un tel accord de leur vœu depuis longtemps. Donc, il n'y a aucune opposition au niveau industrie électrique, énergétique suisse à ce niveau-là, pas du tout. D'autant plus que techniquement, on sait faire, on fait déjà en grande partie. Donc là n'est pas la question. Le fait, j'avoue que certains milieux industriels, donc utilisateurs électriques, n'ont peut-être pas, eux, complètement saisi l'urgence et la difficulté qui est devant la nôtre. Et je suis toujours un peu étonné d'ailleurs du manque d'intérêt, disons, de certains milieux industriels qui devraient s'en préoccuper, mais qui n'ont pas encore compris l'urgence de la chose. Non, je crois que les blocages sont au niveau politique, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'Union européenne dit on ne veut plus que la Suisse fasse du cherry picking, c'est-à-dire choisissent ceci mais ne veulent pas cela, la position de l'Union européenne. Et on a préparé un accord qui a été prêt à être signé fin 2018, signez-le, et puis à ce moment-là, on pourra faire l'intégration, notamment au point de vue projet de recherche, notamment au point de vue électricité, notamment sur d'autres sujets. Donc c'est une position relativement, disons, ferme de l'Union européenne, que sans accord institutionnel, il n'y aura pas d'accord de smorgasbord entre l'Europe et la Suisse. J'ai encore une peut-être question un peu plus, enfin deux questions un peu plus techniques. Une d'abord sur l'hydrogène que vous mentionniez et Guillaume Roussy en parle, mais finalement la production d'hydrogène est très consommatrice en énergie, donc relativement coûteuse, et puis la retransformation derrière provoque quand même des pertes assez importantes si on n'arrive pas à récupérer la chaleur qui est produite. Donc, est-ce que c'est vraiment la solution d'avenir ou pas compte tenu de cette perte en fait? Alors, est-ce que c'est la solution d'avenir? En général, non, mais je crois fermement que l'hydrogène a un certain rôle à passer. Notamment, je ne crois pas tellement à l'hydrogène pour des voitures particulières. Je ne suis pas moi-même
très fanatique de m'asseoir sur une bonbonne avec 700 barres de hydrogène sous les fesses. Par contre, je crois qu'au point de vue bus, au point de vue camion, ceci a indiscutablement un futur, car il n'y a pas tout le défaut. Le défaut de la mobilité électrique, c'est le temps de rechargement, ce qui est impossible à faire pour un camion et des bus. Donc là, indiscutablement, l'hydrogène est une solution qui est d'ailleurs en train de s'appliquer dans beaucoup de pays en Europe à l'heure actuelle. Je crois également que l'hydrogène est une solution de stockage local. C'est-à-dire lorsque vous avez, si on fait l'entité de ce qui est envisagé par certains au point de vue photovoltaïque, on parle quand même de certaines propositions qui sont faites, notamment par M. Nordman, qui ont de passer 40, 50, 60 TWh, 50 TWh de photovoltaïque. La puissance installée qu'il faut est simplement monstrueuse, vu le facteur de capacité que nous avons ici en Suisse. De nouveau, parce que nous vivons au nord, donc on aura durant l'été des excédents de production énormes. Donc vous avez raison, bien sûr que le rendement, de faire le rendement électricité, électrolyse, stockage de l'hydrogène, passer par une pile à combustible pour revenir, le rendement de ce cycle-là, il est de l'ordre de 35 à 40%. Si on va aller un peu mieux, peut-être 45%. Mais vu qu'on aura d'énormes excédents d'électricité par cette production, surtout en été, il faudra en faire quelque chose et ça sera relativement bon marché et une façon de faire le stockage par l'intermédiaire de l'hydrogène. Donc je crois que l'hydrogène a un rôle à jouer, mais dans des niches très spécifiques. De vouloir transporter de l'hydrogène par des pipelines, par des gazoducs, je n'y crois pas tellement parce que ces installations ne sont généralement pas prévues pour des pressions qu'il faudrait utiliser afin d'avoir un contenu énergétique satisfaisant. J'ai lu un article dernièrement sur une société tessinoise qui a créé finalement une pile avec récupération d'énergie cinétique. Vous en avez entendu parler, vous en pensez quoi? J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas fait une étude. Mais quiconque dit encore n'importe quelle transformation entre un vecteur énergétique et un autre dit perte. Donc j'avoue, je n'ai pas regardé le détail de la technologie. Non, il y a beaucoup de gens qui ont produit. Il y a une autre société aussi tessinoise qui a prévu de faire du stockage d'énergie par énergie potentielle, c'est-à-dire où on prend un certain nombre de blocs de béton. C'est ça. Alors cela, je suis allé les visiter. Ce n'est pas de l'énergie cinétique, c'est de l'énergie potentielle. Donc, en fait, on plante des blocs de béton, on les soulève quand on a beaucoup d'électricité, on les met dans une pile, et lorsqu'il faut de l'électricité, on les fait redescendre. Oui, ces gens sont très entrepreneurs parce que je sais qu'ils ont approché des collègues d'une grande université au Texas qui m'ont demandé un peu ce que j'en pensais. La mise en œuvre de ceci au point de vue précision serait quand même pas simple. Et de nouveau, il y a une question de perte et une question de comment est-ce qu'on arrivera à faire ceci sur des très grandes échelles, lorsqu'il y aura du vent, lorsqu'il y aura du gel, avec beaucoup d'écarts de température, donc des dilatations, etc. Donc la mise en œuvre ne sera pas simple, alors que le concept lui-même est bien sûr séduisant. Moi, je profite peut-être de poser une question ici. On parle beaucoup de production d'électricité, de mutualisation, de moyens de la transporter. Et à l'autre bout, il y a évidemment la limitation de la consommation. On a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup le concept de la société à 2000 watts, qui, j'ai l'impression, mais c'est un petit peu subjectif ou empirique, est un petit peu en train de se tasser. Il me semble qu'on en parle un peu moins. Mais quelle est votre vision là-dessus? Est-ce qu'on va vraiment réussir à réduire notre consommation? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment donné, les courbes, quelque part, vont arriver à se croiser entre ce que nous sommes capables de produire, et si possible en renouvelable, et puis, je dirais, la modération de la consommation par la population, sachant qu'il y a des bons réflexes qui entrent. Je ne sais pas, par exemple, il y a des systèmes d'éclairage intelligents, par exemple, dans les villes ou dans les ménages. Mais à l'inverse, il y a aussi le développement de la voiture électrique qui est consommatrice et qui est vue comme une compensation intéressante aux voitures thermiques. Donc voilà, quelle est votre vision là-dessus, au fond, sur l'évolution de la consommation?
en Suisse ou en Europe d'ailleurs. Ce n'est pas une question qui est directement sur la relation Suisse-Europe, c'est plus général. Alors, première réponse un peu facétieuse, c'est que tout le monde est pour l'économie d'énergie. Mais moi, je suis très déjà économe. J'ai vraiment fait beaucoup d'efforts moi-même. Par contre, vous, là, vous pourriez certainement faire un peu plus des choses. Et donc, c'est difficile d'appliquer ça à soi-même. Mais pour être un peu plus sérieux, il est indiscutable que nous devrons électrifier nos voitures. C'est facile, on sait le faire, la technologie progresse, mais électrifier toute la flotte des voitures électriques va demander de l'énergie. J'ai fait un calcul, notamment sur un pays fictif, parce nous avons un bouquin qui va paraître très bientôt, notamment sur toute l'intégration électrique au niveau suisse et mondial. Même si ceci se passe sur 20 ans, et ça sera probablement pas plus rapide que ça, l'augmentation de l'énergie que ça représente électrique, c'est de l'ordre de 1,1% par an. Donc, on sait tout à fait le faire au point de vue énergétique, et il faudra le faire. La problématique que ça va poser, c'est pas tellement ça, c'est au niveau de la puissance qu'il faut. C'est-à-dire que si tout le monde rentre à 6 heures du soir chez soi et branche sa voiture électrique pour la recharger rapidement, les installations électriques qui sont les nôtres ne suffisent pas. Donc, il y a un problème d'infrastructure, de réseau de distribution qu'il faudra résoudre. Mais l'autre aspect, bien sûr, où on pourra faire un gros impact, j'en ai mentionné rapidement, c'est les pompes à chaleur. Et donc, effectivement, la Suisse est un des champions de pompes à chaleur. On installe aujourd'hui en Suisse, c'est déjà depuis quelques années, plus de pompes à chaleur que de chaudières. Donc ça, c'est bien. Mais de nouveau, ça consomme de l'électricité. Et pas d'une façon négligeable, c'est formidable au point de vue émissions et autres, et au point de vue consommation d'énergie, mais ça consomme de l'électricité. Donc, je ne crois pas qu'il est raisonnable aujourd'hui de dire on va diminuer notre consommation d'électricité. Et en fait, pour provoquer, je suis même contre. Il faut qu'elle augmente. Parce que c'est seulement si elle augmente qu'on aura réellement électrifié nos voitures, c'est seulement si elle augmente qu'on aura mis beaucoup de pompes à chaleur, c'est seulement si on augmente qu'on aura remplacé un certain nombre de chauffages au mazout, au fossile, dans des processus industriels par un chauffage électrique, notamment par exemple les serres au point de vue agricole, au point de vue autre. Donc il y a des tas d'applications qu'on peut faire électriquement, mais ça consomme de l'électricité. Donc, je crois que de dire on va rapidement diminuer notre consommation d'électricité est un non-sens. En fait, il ne faut pas se faire ça, il faut pousser qu'elle augmente, mais qu'elle augmente d'une façon renouvelable, bien sûr. Et d'ailleurs, si vous allez dans un magasin aujourd'hui et que vous cherchez une ampoule à incandescence, vous ne la trouverez pas. Il y a des tas d'autres exemples similaires. On a beaucoup fait, par exemple, aujourd'hui, dans des grands magasins où on utilise des pompes à chaleur au point de vue refroidissement. On peut utiliser la chaleur également. On fait beaucoup au point de vue cogénération générale, chaleur, électricité, qui ont beaucoup progressé, notamment avec des piles à combustible. Mais la façon électrique est vraiment la voie du futur. Merci beaucoup. Michel, tu avais encore une question ? Au micro, Michel. On a actuellement un réseau qui est construit finalement pour, à partir de sites de production, faire de la distribution sans zone tampon intermédiaire de type smart grid, hein, c'est-à-dire avec des productions beaucoup plus locales à même de distribuer dans son environnement direct. Combien de temps finalement il faudrait aux distributeurs suisses pour adapter leur réseau, pour supporter finalement des productions, je veux dire, qui dépassent l'autoconsommation, hein, qui vont dans le sens un petit peu des réseaux de consommation propre ou ce genre de choses. Alors, il y a bien sûr possibilité de faire plus de réseaux d'autoconsommation, c'est-à-dire d'avoir notamment des services industriels. Un des aspects qui est unique en Suisse,
Je crois que la Suisse doit être number one dans le monde par le nombre de compagnies électriques par tête d'habitant. 900. Ouais, non, vous êtes méchant. On a quand même un peu fait des consolidations. Je crois qu'on est juste au-dessus de 800 à l'heure actuelle. Donc, on essaie quand même un peu, mais tout de même. Bon. Donc, effectivement, c'est tout à fait possible de se dire que, par exemple, lorsqu'on installera du photovoltaïque sur son toit, que d'une part, on fasse de l'autoconsommation, c'est faisable et c'est admis par la loi, d'ailleurs, c'est un des bénéfices de la nouvelle loi, et que l'on puisse après mutualiser ceci également. Donc, on sait faire, et je crois que les compagnies électriques sont tout à fait d'accord de le faire. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Si, généralement, oui. Mais la difficulté est la suivante. Souvent, lorsque je donne ce genre de petites causeries, les gens viennent me voir après en me disant « Oui, moi, j'ai installé quelques mètres carrés de photovoltaïque sur mon toit. » Alors, lorsque je suis de bonne humeur, j'ai dit « Mais c'est très bien, bravo. » Lorsque je le suis moi, j'ai dit « Mais vos panneaux, si le but c'était que vous vous sentiez mieux et comme un bon citoyen, le but est atteint. Mais au point de vue énergétique, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, il se passe quoi? Comme on a dit, durant l'été, on est en surproduction d'électricité en Suisse. En surproduction. Donc, effectivement, si vous venez avec votre panneau, ça va le faire encore plus, d'autant plus qu'on n'est pas en train de déplacer à ce niveau-là une production fossile. Mais la problématique est la suivante, c'est que vous voudrez quand même, en hiver, pouvoir entièrement vous approvisionner par la compagnie électrique locale. Donc, il n'est pas question que vous n'ayez pas la même connexion, en fait, vis-à-vis de la compagnie locale pour pouvoir faire face à une situation où il n'y a pas de vent, où il n'y a pas de soleil depuis longtemps, comme on l'a en Suisse régulièrement. Donc, la réticence des compagnies électriques à ce niveau-là, elle est compréhensible. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'ils devront garder la même capacité de connexion avec votre maison, avec la même connexion, donc le fil sera aussi grand qu'avant. Par contre, la quantité d'énergie qu'ils pourront vendre par l'intermédiaire de cette infrastructure va diminuer. Donc, en fait, la logique de ceci veut dire qu'une fois que vous aurez installé vos panneaux sur votre toit, l'électricité que vous achèterez probablement depuis cette compagnie, le coût au kilowattheure va augmenter. Ouais. Et ça, bien sûr, le consommateur lambda dit, mais vous vous foutez de moi. Je suis un bon citoyen, je mets des panneaux sur mon toit et le peu de fois que j'ai besoin d'acheter d'électricité auprès de la compagnie électrique, vous me la vendez plus cher qu'avant. Mais c'est inévitable. La contrepartie de ceci, c'est ce que nous discutions il y a quelque temps, c'est stockage. Alors, bien évidemment, si effectivement ces communautés d'autoproduction, que ce soit au niveau d'un village ou un groupe de maisons, à ce moment-là, s'il y a du stockage local, oui, là, ça peut se faire. Mais il faudra payer le stockage. Et d'ailleurs, une des critiques que j'ai sur la loi de l'énergie telle qu'elle est proposée, c'est qu'en fait, on ne subventionne pas le stockage. À mon avis, ce que la loi fait mal, c'est qu'elle subventionne de la production, mais sans exiger qu'il y ait du stockage qui aille avec, et sans subventionner le stockage qui devrait être fait avec. Sinon, sans stockage intermédiaire, sans stockage local, on sera dans la situation que je viens de vous décrire. En tous les cas, si on pousse ceci à grande échelle. Merci beaucoup. Guillaume a posé une question dans le chat sur le gaz naturel. Peut-être, Guillaume, si tu veux la formuler directement, je ne vais pas te paraphraser. Oui, alors volontiers. C'était en fait la question de savoir quel rôle vous envisageriez en fait pour le gaz naturel dans la production d'électricité. On sait qu'il y a pas mal de centrales qui ont fermé dans les dernières années et le projet de Corneau qui a priori est, je crois, remis au calendrier grec. Donc la question qui se pose un petit peu, c'est est-ce que c'est définitivement mort en fait pour cette technologie? Est-ce que vous voyez quand même un comeback à moyen terme peut-être que c'est quand même une alternative à considérer, au moins pour les pointes où on n'arrive pas à avoir le vent, ni l'hydraulique, ni le soleil.
ça fait longtemps que je dis que si la Suisse veut être responsable vis-à-vis de ses voisins, plutôt que d'externaliser ses impacts, la Suisse se doit de construire quelques centrales au gaz, de manière à ne pas devenir trop dépendant, de manière à ne pas trop externaliser ses impacts. Les centrales au gaz sont très faciles à construire, c'est d'une façon très standardisée. Vous la construisez, c'est extrêmement vite fait parce que la technologie est facile. Elle fonctionne 20 ou 25 ans, vous la démontez, et une fois que vous l'avez démontée, vous pouvez jouer au golf, au foot ou planter des plantes tout de suite après. L'impact environnemental à long terme est quasi nul. Bon. D'autant plus qu'aujourd'hui, si on produit des centrales notamment de cogénération, de cycles combinés, on fait des choses qui sont extraordinaires. Il y a une centrale récente qui est une centrale qui est effectivement en cycle combiné. On récupère également la chaleur au point de vue chauffage à distance. On arrive à des rendements qui approchent les 80 ou même dépassent les 80%. Donc, on sait faire ça aujourd'hui. D'autant plus que, on parlait tout à l'heure de ce fait qu'on aura beaucoup d'excédents au point de vue électricité. Une façon, si on ne veut pas faire de l'hydrogène, c'est d'utiliser la technique qui s'appelle Power to Gas, où en fait, on utilise l'excédent d'électricité avec du CO2 et on arrive à fabriquer du méthane. Et ce méthane, on peut l'injecter sans aucun problème dans un réseau de gaz, aucun problème. Et il n'y a pas de limitation, alors que l'injection de l'hydrogène dans un réseau de gaz, pour l'instant, est limitée à quelques pourcents, donc ça pose problème. Ce n'est pas le cas pour le Power to Gas. Et donc, effectivement, moi, je crois beaucoup à une transition de plusieurs décennies par l'intermédiaire du réseau de gaz et donc de production d'électricité, d'abord par gaz naturel, parce qu'on sait faire ça aujourd'hui, petit à petit par du gaz de synthèse et par notamment de gaz qu'on obtient également, ce qu'on appelle du biogaz, qui est poussé également. Et il y a beaucoup d'intérêt par un certain nombre d'agriculteurs d'utiliser cette filière biogaz. Donc certainement le gaz est une des façons de diminuer notre impact, d'autant plus qu'il y a toute une série de conversions de transit qu'on peut faire entre l'électricité et le gaz par un nombre grandissant de technologies. Donc moi je crois beaucoup effectivement au futur de la production de gaz, pas forcément naturel, mais d'autres façons également. Merci beaucoup. Je profite peut-être de placer une question géopolitique un peu plus large par rapport à l'Europe. Vous avez bien montré tout à l'heure l'impasse dans laquelle se trouve l'Allemagne, qui a décidé de renoncer au nucléaire. Au moins, les Français, pour l'instant, semblent toujours assumer leur stratégie nucléaire, disons, ce qui leur offre, après on apprécie ou pas, mais disons, ça leur offre au moins une sorte de sécurité. Et on voit, dans le cadre des tensions qui sont maintenant très fortes entre la Russie et l'Union européenne, que l'enjeu, évidemment, de l'approvisionnement en gaz de l'Allemagne est un enjeu majeur. Et certains ont expliqué que les réticences d'Angela Merkel d'aller trop fort sur l'affaire Navalny, et notamment sur le fait qu'elle avait absolument besoin, pour son industrie, pour sa population, d'avoir accès à ce gaz russe. Et on pourrait tirer les mêmes parallèles avec certains projets énergétiques qui passent par la Turquie de Erdogan, par rapport auxquels il faut aussi ménager. Donc ces deux pays, au fond, ma question est plutôt celle-ci, est-ce que vous confirmez cette lecture géopolitique ou géostratégique selon laquelle l'Europe, qui manque de ressources, disons à part peut-être les gisements de mer du Nord, etc., mais qui manque de ressources, en tout cas dans les énergies fossiles, et qui n'est pas prête encore à substituer sa consommation par les énergies renouvelables, va être extrêmement dépendante de régimes qui sont, disons, pas forcément nos alliés, et c'est une situation qui est extrêmement désagréable. J'aime beaucoup ce terme de désagréable. Elle est non seulement désagréable, elle est extrêmement préoccupante parce qu'effectivement, on sait très bien que la Russie n'hésite pas d'utiliser ses ressources de gaz à des points de vue politiques. Ça s'est vu en Ukraine d'une façon extrêmement claire. Donc effectivement, l'Allemagne et beaucoup de pays autour ont une exposition forte. Je vous rappelle quand même que l'approvisionnement suisse de gaz passe sur un pipeline, un gazoduc nord-sud, sur lequel on est venu se crocher. Et le stockage à grande échelle est un stockage qui se passe proche de la frontière en France. Donc on est là également dépendant à ce niveau-là.
L'autre dépendance est tout à fait claire, c'est les gazoducs qui viennent de l'Est, notamment par la Turquie, comme vous le disiez. Ceci est d'autant plus préoccupant en fait que les ressources qui sont ailleurs, par exemple dans la mer du Nord, en Angleterre, j'ai été très surpris récemment, j'ai étudié un peu la situation de l'Angleterre au point de vue gaz. La production de gaz dans les mines, les champs gaziers de l'Angleterre sont en très forte diminution à l'heure actuelle. Donc, eux sont en perte de diminution. Par contre, on trouve quand même de nouvelles poches ailleurs. On en a trouvé certaines dans toute la partie est de la Méditerranée, ce qui va poser de gros problèmes entre Israël, qui a des vues sur ces ressources-là, l'Égypte aussi, et Chypre. Donc, de nouveau là, on est dans des situations qui potentiellement, pour utiliser votre terme, désagréables potentiellement. Donc, on a effectivement à ce niveau-là une exposition qui est forte. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est dans cet esprit-là que l'administration Trump avait poussé très fortement l'Europe à acheter du gaz liquéfié des États-Unis. Et donc, il y a une forte pression qui vient de la part des États-Unis de faire une exportation de gaz, notamment, bien sûr, de gaz de schiste, depuis l'Amérique du Nord jusqu'à l'Europe. Et ces technologies-là existent tout à fait. C'est pourquoi je crois qu'il est important qu'effectivement, on se penche sur la façon de faire cette transition vers d'autres formes de gaz que simplement du gaz naturel, parce qu'effectivement, l'exposition géopolitique est énorme à ce niveau-là. Et plus on saura faire ceci hors cette dépendance, et c'est pourquoi je crois, alors que politiquement, ce n'est pas tout à fait correct ce que je vais dire, ce qu'on a enterré un peu vite, c'est le nucléaire. C'est le nucléaire, notamment par des nouvelles technologies qui arrivent au point de vue nucléaire, notamment des centrales très incrémentales qui font jusqu'à 40 ou 100 mégawatts chacune, très standardisées. Ça, c'est probablement une solution qu'on n'aura pas dû abandonner si vite. Et notamment pour M. Vicky, qui se fait un souci notamment par le rendement du cycle électricité, hydrogène et électricité, qui est pas bon, mais le centrale nucléaire non plus d'ailleurs. Une centrale nucléaire, c'est d'abord une centrale de chauffe. Et donc, si on était plus intelligent et utilisait cette énergie de chauffe d'une centrale nucléaire, on n'en serait pas là. Et d'autant plus qu'il y a quand même, si on continue d'investir dans ce qu'on appelle la génération 4, au point de vue réacteur nucléaire, il y a là des solutions qu'à mon avis, on a abandonnées un peu vite, car, et là je me place au niveau d'un point de vue presque philosophique, pour moi, le défi que nous avons devant nous, c'est toute la thèse que nous défendons dans ce livre qui va sortir bientôt, c'est que l'urgence, c'est de décarboner. L'urgence n'est pas forcément de diminuer la consommation. Car avec tous les transits que l'on devra faire, les conversions entre vecteurs, notre système deviendra énergétiquement plus intense. Par contre, il deviendra beaucoup moins carboné. À titre d'exemple, pour le besoin de ce livre, on a créé un pays fictif qui fait 50 millions d'habitants, tout à fait dans la moyenne de l'OCDE, qui avait 18% nucléaire et qui fait une évolution vers 2035. Et on arrive au fait que la production l'installation électrique double, la consommation d'électricité augmente de 40%, par pile à combustible, par véhicule électrique et autres. Par contre, l'émission diminue jusqu'à un tiers. Donc, on passe 2 tiers des émissions de CO2 sont éliminées. Donc, mais la part du nucléaire reste à la même, à 18% dans notre cas. Donc, je crois que si l'urgence est réellement de décarboner, faire l'impasse aujourd'hui totalement sur le nucléaire est probablement une erreur parce que c'est une énorme source de production de base.
et qui est totalement sans carbone. Je sais que ceci n'est politiquement pas très correct, mais je crois que de plus en plus de pays arrivent à cette conclusion-là. Mais ça veut dire que vous pensez que, par exemple, un pays comme l'Allemagne pourrait, à un moment donné, un autre chancelier, par exemple, arriver à la conclusion qu'en fait, on pourrait repartir. Ma question, je vais la formuler comme ça. Est-ce qu'il y a un consensus dans la communauté scientifique pour dire que, au fond, la thèse que vous développez là est intéressante, et est-ce qu'à un moment donné, ça pourrait regagner du terrain sur le plan politique, en confrontant les gens, finalement, donc la population moyenne, au fait que, ben voilà, c'est exactement l'enjeu que vous décrivez, c'est-à-dire si on ne veut pas être dépendant de pays qui nous sont hostiles, si on veut décarboner parce que c'est l'urgence, bah que c'est quelque chose peut-être qu'on doit… Ou est-ce que vous pensez que la bataille elle est perdue parce que l'opinion ne changera plus jamais d'avis, que politiquement c'est du suicide, que nos démocraties ne sont pas faites de leaders suicidaires pour des raisons qui sont connues, et puis qu'à partir de là, disons, la thèse que vous développez, c'est une thèse qui est déjà morte avant d'être même arrivée à un stade de maturité. Alors, je voudrais peut-être un peu segmenter la réponse, si vous le permettez. Il y a tout un segment scientifique qui résonne en silo. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont très pour tout ce qui est photovoltaïque et qui vous diront qu'il y a un problème, il suffit de mettre des panneaux partout et le tour est joué. Et donc, c'est là qu'on arrive à ces installations. J'ai discuté récemment, notamment avec un expert en Angleterre, qui disait qu'on va installer, multiplier par 20 la production renouvelable en Angleterre. Ça veut dire installer 8 fois plus de puissance installée de production que ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui est totalement irréaliste. Et puis, il y a un certain nombre de gens, peu nombreux comme moi, qui regardent la chose au point de vue systémique. Et si vous regardez la chose au point de vue systémique, c'est-à-dire à travers toute la consommation, parce que la problématique, elle est quoi? Il ne s'agit pas seulement de décarboner la production, c'est-à-dire il ne s'agit pas seulement de faire du photovoltaïque, du renouvelable et de l'hydraulique, mais il s'agit de décarboner également toute la consommation. Donc, ça veut dire passer à une consommation plus électrique et plus électrique à très bas carbone. Donc, et si c'est ce qu'on veut faire, là où il n'y a pas d'autre solution, bien sûr qu'il faut reconsidérer le nucléaire. Le fait d'aller construire 4 centrales nucléaires à Abu Dhabi, en plus, par une société coréenne qui n'a jamais exporté quoi que ce soit comme technologie nucléaire dans un pays qui n'a aucune expérience dans le sujet, est une idiotie. D'autant plus que là, on peut bel et bien faire tout ceci par du renouvelable, notamment du photovoltaïque. Aller construire des centrales nucléaires en Norvège est une idiotie. Il ne faut pas le faire. Mais quand on est dans des situations telles que l'Allemagne, avec une dépendance effectivement russe énorme, avec toute la problématique que ça pose, quand on est dans une situation telle que la Suisse, où on va se priver de 35% de notre production zéro carbone, il faut qu'on se repose la question dans un environnement systémique. C'est-à-dire, on ne peut pas tout simplement dire on va faire 50 TWh de solaire. La puissance installée qu'il faut est gigantesque, on ne saura pas la gérer. Donc, il faut bel et bien qu'on se pose la question, quel est le rôle du nucléaire? Quel type de nucléaire? Est-ce que c'est modulaire ou pas? Les Russes, par exemple, ont construit ce que je trouve très intéressant sur une barge. Ils ont construit 2 centrales nucléaires de 40 MW chacune sur une barge. Ceci a été fait dans la mer Baltique. Ils ont emmené cette barge, c'est en cours de se faire, jusque complètement de l'autre côté de la Russie, proche de Vladivostok, où cette barge est maintenant ancrée, proche du territoire. Donc, elle produit de l'électricité. Mais comme le rendement de tout ceci ne dépasse jamais 35%, comme on dit, elle produit également de la chaleur. Elle produit de l'eau douce, elle fait de la désalination et la purification d'eau, etc. Donc, il y a des solutions qu'il faut regarder, mais il faut regarder ceci au point de vue systémique. Est-ce que je vais trouver beaucoup de politiciens en Suisse qui vont marcher et escalader la montagne avec une bannière nucléaire? La réponse est probablement que non. En tous les cas, ce n'est pas mûr pour le moment. Parce que l'autre question qu'il faut se poser au point de vue philosophique,
le but, c'est quoi? C'est quand même d'essayer de maintenir, d'une part, un niveau de vie qui est à peu près le nôtre. Je suis grand-père, je n'ai pas du tout envie d'expliquer à mes deux petits-fils qu'ils auront une façon de vivre fondamentalement différente de la mienne. Je ne vais pas dire qu'il y a un certain nombre d'adaptations qui seront faites, mais surtout ce qu'on oublie, c'est que le problème, ce n'est pas nos pays industriels. Il faudra faire face à ce qui va se passer en Afrique, ce qui va se passer en Asie du Sud-Est. Et à ces pays-là, il faudrait bel et bien que nous offrions un certain nombre de solutions sans complètement foutre en l'air l'environnement également. Donc, j'espère que peut-être d'ici une décennie, il y aura un certain nombre d'experts, d'hommes politiques, de leaders qui oseront effectivement reposer la question du nucléaire au point de vue production de base d'électricité. Alors j'enchaîne, merci pour ça, et j'enchaîne du coup sur une question qu'a posée Guillaume sur le chat. Est-ce qu'on n'a pas un risque, si ça repart, disons, dans 10 ou 15 ans, cette thématique d'avoir perdu la connaissance? On est quand même sur une technologie de pointe, dangereuse, compliquée à mettre en œuvre. Et puis forcément, aujourd'hui, dans la situation actuelle, les politiques en place, forcément, on va avoir une décroissance de la formation d'ingénieurs nucléaires, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à franchir ce gap? Vous voyez ce que je veux dire? Oh oui, je vois très bien ce que vous voulez dire. D'ailleurs, à l'époque où j'étais ici au Centre de l'énergie, il m'avait semblé qu'effectivement, il faudrait exactement adresser ceci, c'est-à-dire qu'il nous appartient de former des gens dans cette filière-là. Et j'ai approché des amis et collègues de l'École polytechnique fédérale de Zurich et nous sommes mis autour d'une table et entre gens raisonnables, on a effectivement trouvé de quoi monter un master en génie nucléaire. Et je tiens à dire que c'est la première fois, ce qui paraît étonnant, c'est la première fois que les deux écoles polytechniques ont offert un diplôme ensemble. Je crois que c'est toujours une des seules, où les étudiants passaient un semestre à Zurich, un semestre à Lausanne et le troisième au Porcher Institute au point de vue travaux pratiques. Mais évidemment, c'est très compliqué à faire parce qu'effectivement, d'expliquer à un jeune aujourd'hui, c'est formidable, vous allez faire la filière nucléaire qu'on va arrêter, ça pose problème. Certains pays contournent ce problème, notamment les États-Unis. Les États-Unis le contournent tout simplement parce qu'ils recrutent des gens qui sortent de la marine nucléaire américaine. Mais la marine nucléaire suisse n'existe pas. Donc, effectivement, il y a un véritable problème de maintenir cette capacité. Et ça, c'est une capacité, une volonté politique qui doit être affichée, qui effectivement continue de former des ingénieurs dans ce domaine-là. C'est un vrai défi que l'on a. Ouais. En tout cas, vous avez réussi à créer le réacteur à fusion entre EPFL et THZ, ce qui est déjà pas mal. Ouais, enfin là, quand je suis revenu, quand j'ai pris mes fonctions à l'école polytechnique, j'étais très enthousiaste sur la fusion. Parce qu'indiscutablement, si on arrive à faire fonctionner la fusion d'une façon industrielle et qu'on sache que c'est dans 20 ans, disons, ou 25 ans, entre-temps, on pourra faire un certain nombre, prendre des décisions qui ne sont peut-être pas très intelligentes, mais si on sait que dans 25 ans, on aura une électricité quasiment infinie, on pourra après passer à l'aspirateur. Malheureusement, cela fait 35 ans que cette communauté-là dit que ça fonctionnera dans 35 ans. Et on en est toujours là. Et donc, je crains, malgré l'enthousiasme que j'ai pour l'objectif, je crains que si on arrive aujourd'hui à mettre en route le premier réacteur, enfin la première centrale à fusion industrielle, qui s'appellera DEMO, qui sera construite au Japon, dans l'année 2060, il y aura un tel progrès sur de tas d'autres technologies qu'on pourra difficilement justifier cet investissement-là. C'est ma crainte. Donc, je crois qu'on a un peu trop tardé par peut-être manque de vision, de trouver un ou deux visionnaires qui vraiment poussent le projet au point de vue vision sociétale. Et on a peut-être un peu là loupé le train, ce qui est regrettable.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des interventions? Je ne voudrais pas monopoliser le crachoir. Tout le monde a faim. Et les filets de perche qui attendent, hein, quand même. Attention. Bah, écoutez, en tout cas, j'y vais lentement pour que chacun puisse encore se sentir libre d'intervenir. En tout cas, j'aimerais déjà vous remercier beaucoup, Teddy, pour cette intervention. On eût voulu vous donner une bouteille ou je ne sais quelle boîte de chocolat, mais voilà, c'est difficile à distance. On trouvera un autre moyen de vous remercier le moment venu. Mais c'était vraiment une conférence, je crois, vraiment passionnante. Et ça faisait longtemps, je peux vous dire qu'au niveau du comité du NOMES, ça faisait longtemps qu'on se disait « Ah, ce serait vraiment un sujet à développer. On a cet expert qui, en plus, s'intéresse à nous. Vous êtes venus à plusieurs de nos conférences. » Et ben, je suis content que ce soir, on ait réussi à le faire. Pas forcément dans les conditions qu'on aurait souhaité, mais disons, voilà. En tout cas, un grand merci. Et puis, ben, je finirai juste peut-être par un commentaire politique. On en a parlé d'ailleurs dans le chat, pour ceux qui ont suivi. Disons, on ne peut que formuler l'espoir qu'entre ce qui se passe pour la recherche, ce qui se passe pour l'énergie, ce qui se passe pour les médicaments, d'ailleurs, teasing, ce sera le sujet de notre prochaine conférence du NOMESVO, sauf faire le 29 avril, je parle sans filet, mais je regarde Guillaume, sur justement la question de la reconnaissance mutuelle des médicaments. Vous savez que c'est de nouveau un sujet qui est brinque-ballant dans le contexte des relations Suisse-Europe. Et c'est aussi un sujet sur lequel la Suisse, évidemment, a un lead, en tout cas une carte à jouer et donc une carte à perdre. Donc, on espère que le Conseil fédéral va quand même essayer à un moment donné de débloquer la situation, ou en tout cas de la clarifier, de sorte qu'on aille de l'avant, parce que c'est quand même regrettable qu'on se retrouve dans cette situation. Je suis moi-même actif dans le domaine des hautes écoles et l'inquiétude est évidemment extrêmement vive. Et nous sommes, sans être meilleurs ou moins bons que d'autres domaines économiques, ce n'est pas le sujet, mais les hautes écoles, le domaine de l'énergie, le domaine de la chimie sont producteurs de richesses en Suisse, sont producteurs d'emplois, sont aussi des émissaires de notre qualité, enfin je veux dire, font partie de notre marque, je dirais. Et au fond, c'est exactement ça qu'on va jeter à la poubelle en cas d'échec. C'est particulièrement regrettable, je pense. Voilà. Si vous avez le numéro de téléphone d'un conseiller fédéral, ce que je n'ai pas, un portable, appelez-les, harcelez-les, envoyez-leur des SMS jour et nuit. Il faut qu'ils comprennent que la situation est grave. Voilà. Mais néanmoins, je n'aimerais pas finir sur un mot aussi triste, enfin disons triste, pessimiste. J'aimerais surtout vous souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne continuation, surtout de conserver la santé. Et puis, on se réjouit de vous retrouver tous. Les personnes qui nous auraient rejointes d'autres cercles que le NOMES, évidemment, sont aussi invitées à continuer à suivre nos activités par notre page Facebook, éventuellement à adhérer à l'association, mais c'est évidemment complètement libre. En tout cas, merci à tous pour la participation. Merci encore, professeur Pudgen.